Merci d'être fidèle au programme de For You Télévision. Bienvenue à cette édition d'information de la première. Nous sommes le 1er juillet 2022. On ouvre donc avec la situation au Mali et le renouvellement de la mission onusienne Bamako donc qui s'oppose à cette décision. Le maintien de le mandat de la MINUSMA, la mission onusienne, a été donc renouvelé pour un mandat d'1 an. Outre cela, le maintien de la force onusienne Bamako a obtenu l'abandon des vols français d'appui à la MINUSMA et non la stigmatisation directe de la présence russe en territoire malien. Seulement la résolution votée donc a fait provoquer le courroux du représentant donc malien aux Nations Unies. Faute Ndedi nous en dit plus. Le Mali, pas d'accord avec le contenu de la résolution votée sur le renouvellement du mandat de la MINUSCA. Selon l'ambassadeur représentant permanent du Mali au Conseil de sécurité de l'ONU, le gouvernement du Mali est au grand regret de constater que certaines de ses réserves fortes ont tout simplement été ignorées dans la version finale de la résolution votée. Raison pour laquelle le gouvernement du Mali réitère son opposition ferme à la liberté du mouvement de la MINUSMA dans l'exécution de son mandat dans le domaine des droits de l'homme. Ceci au nom de l'intégrité territoriale, car il n'est pas question pour le Mali que les forces de la MINUSMA disposent d'une liberté de mouvement ou d'une liberté d'enquêter sur les exactions commises. Cela devra se faire avec l'accord préalable du gouvernement malien. Une réaction intervenue. Savoir que si la MINUSMA doit poursuivre son mandat, il est nécessaire que les autorités de transition maliennes prennent aussi leurs responsabilités et qu'elles permettent à la mission d'accéder à ces zones d'action et qu'elles poursuivent le dialogue avec la CEDEAO en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Des dispositions mal perçues et pas du tout acceptables par Bamako qui n'entend pas exécuter ces dernières, malgré leur adoption par le Conseil de sécurité. Le gouvernement du Mali estime alors que les enquêtes sur les allégations de violation des droits de l'homme relèvent de la responsabilité principale des autorités maliennes. Et donc que la MINUSMA a tout simplement vocation à leur apporter l'assistance nécessaire à cet égard. Et elle n'a pas vocation à se substituer au gouvernement du Mali. Sécurité donc dans le Sahel, la CEDEAO a invité à réagir non pas en gendarme mais en pacificateur. Depuis quelque temps, la zone sahélo-sahélienne est donc en proie aux attaques terroristes, de même que certains pays de la sous-région donc de l'Afrique de l'Ouest. C'est le cas notamment du Mali, le Burkina Faso, du Bénin et même du Nigeria. La CEDEAO, qui devait toutefois être la première à réagir, reste muette jusqu'ici et selon donc les observateurs, il est plus que temps que cette organisation sur-régionale de l'Afrique de l'Ouest puisse réagir et surtout que d'ici quelques jours va se tenir donc le prochain sommet de l'organisation en elle-même. Suivez l'élément dans ce reportage. Mali, dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, au moins 130 personnes perdaient la vie lors d'une attaque à Dialassogou, attribuée à la Katiba Massina, filiale d'Al-Qaïda. Presque dans la même période, 136 personnes ont été tuées entre le 2 et le 15 juin 2022 au Burkina Faso et tout récemment au Bénin. 2 policiers ont été abattus lors de l'attaque d'un commissariat de police à Materi dans le Dassari. Sans oublier l'attaque de l'église catholique de Wo au Nigeria lors de la Pentecôte qui a fait 22 morts et 58 blessés le 5 juin dernier. Des chiffres qui interpellent sur la situation sécuritaire dans la région sahélienne, mais aussi dans certains pays de la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Mais qui jusqu'ici ne fait pas réagir la CEDEAO. L'organisation sous-régionale censée proposer des solutions, pour certains, n'en a pas, mais plutôt tournée vers les sanctions. La CEDEAO n'a aucune solution et la CEDEAO n'a proposé aucune solution concrète pour lutter contre le terrorisme dans la bande saharo-saharienne. Depuis les événements des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, au Tchad, la CEDEAO ne fait que multiplier les rencontres de semaine en semaine pour appliquer des embargos sur les pays et sur la population et non pour trouver des solutions efficaces qui ont amené ces responsables à faire ce coup d'État. Une situation dont l'origine serait l'abandon de la mission de la Commission de développement des États de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est l'un qui devait faire des problèmes. Mais malheureusement, cette CEDEAO qui a abandonné sa mission criminelle depuis longtemps, qui était d'intégrer les Océans africains
les différents pays membres africains est devenu plus une entité néocolonialiste pour les pays qui tentent de résister. Au regard de ce qui précède, le constat est clair, la CEDEAO n'a rien fait et il s'avère donc urgent de réagir en renforçant davantage la sécurité par la multiplication des partenariats bénéfiques. Et c'est pour cela que nous pensons sincèrement que les mesures d'accompagnement de la CEDEAO sont quasi nulles et ne permettent pas à cette région de pouvoir aller là. Donc, pour moi, il y a quelque chose d'important à faire, de très important à faire, d'intéressant, c'est de renforcer la sécurité par le biais de nouveaux acteurs et de nouveaux partenariats pour permettre à ce qu'une paix puisse revenir au Mali, mais surtout protéger les populations contre ces ordres de barbares sans foi ni loi qui continuent de tuer cette région sans que la protection de toutes ces initiatives armées, que ce soit Barkhane, Takuba, Sangaris et quoi que ce soit, nous apporte des résultats probants. La région sahélo-sahélienne et certains pays d'Afrique de l'Ouest ont essuyé ces derniers jours des morts par centaines attribuées à des attaques terroristes. Une situation qui malheureusement semble ne pas préoccuper la CEDEAO concentrée dans les sanctions. En marge donc du prochain sommet de l'organisation régionale le 3 juillet 2022, il est plus que nécessaire que la question sécuritaire dans le Sahel et aux environs soit au menu des échanges des chefs d'État. Non pas que sanctionnés pour des embargos avec le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, qu'il faut le souligner. Jusqu'ici, ils ne connaissent pas encore réellement le sort. Peut-être va-t-il être vu à son terme. Ce sort donc lors du prochain sommet le 3 juillet qui va se tenir à Accra, au Ghana, sous la présence bien sûr de Nana Akufo-Addo, le président en exercice de l'organisation régionale de la CEDEAO, mais également aussi le président de la République du Ghana. La CEDEAO donc invité à pacifier la zone, mais sinon à prendre des mesures qui vont dans ce sens-là pour les pays de la zone sahélo-sahélienne et même de la sous-région Afrique de l'Ouest. Parlons à présent donc de l'Union africaine avec le Zimbabwéen dont Fortune Charumbira qui en est le nouveau président du Parlement panafricain. Il remplace donc le Camerounais Roger Kododan et celui-ci cède donc sa place à Chinroba, c'est donc sa place à Fortune Charumbira, donc comme le soulignait Zimbabwéen. Il a été élu mercredi 29 juin 2022. Il vient donc prendre la place du président du Parlement panafricain, une organisation très souvent critiquée pour son manque de consistance politique. Kouetou nous donne la consistance de cette information dans ce reportage. L'Assemblée consultative de l'Union africaine, le Parlement panafricain, a élu le mercredi 29 juin 2022 son nouveau président en la personne de Fortune Charumbira, le parlementaire zimbabwéen qui est par ailleurs chef des chefs traditionnels dans son pays succède ainsi au Camerounais Roger Kododan. C'est depuis le début de la semaine que cette assemblée de l'Union africaine était réunie à son siège de Midrand en Afrique du Sud, une ville industrielle située entre la capitale Johannesburg et Pretoria. Le Parlement panafricain, créé en 2004, est composé de plus de 200 députés représentant une cinquantaine de pays membres de l'Union africaine. Il ne jouit cependant pas d'une grande notoriété du fait de son faible poids politique, mais ambition de devenir une assemblée continentale dotée de pouvoirs législatifs, à l'exemple du Parlement européen. Notons que Fortune Charumbira est, après plusieurs présidents issus de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, le premier délégué d'Afrique australe élu à la tête de cette instance africaine. Thank you, Honorable Muntaka. I think Parlons à présent de l'Afrique centrale, notamment des défis qui attendent donc la CABEF, notamment sur le plan de la précarité énergétique. La pauvreté énergétique est un problème criant en Afrique, en l'occurrence dans la sous-région Afrique centrale. Le déficit énergétique persistant dans la plupart des pays de cette partie de l'Afrique centrale reste un sujet de préoccupation pour les décideurs continentaux dans le domaine de l'énergie. C'est dans ce contexte que Gabriel Obiang-Nguema Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, a pensé donc à une solution du Forum Business et Énergie de l'Afrique centrale, en abrégé donc CABEF, et qui a pour l'édition 2022 vont se tenir donc à Douala au Cameroun du 8 au 9 septembre prochain. De quoi s'agit-il? Foot Ndedi nous en dit plus dans ce reportage. Le Forum Business et Énergie de l'Afrique centrale
est une plateforme de rencontre pour la sous-région Afrique centrale et les pays voisins dont l'Angola, le Burundi, le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale, la République du Congo, le Rwanda et Sao Tomé et Principe. Objectif, le développement de l'industrie énergétique régionale et l'établissement de relations publiques-privées. Ce grand événement offre des opportunités sans précédent pour créer des relations commerciales solides et durables, conclure des accords, collaborer, partager des idées, être inspirés et apprendre les uns des autres. L'exposition représente la vitrine de l'industrie, les meilleures entreprises du secteur dans la région, mettant en évidence les dernières innovations technologiques et de développement. Le défi majeur pour l'édition de 2022 étant de mettre fin à la pauvreté énergétique en Afrique centrale, une solution à 6 étapes est de mise. Il s'agit de construire des infrastructures énergétiques dans la CEAC, construire le premier gazoduc d'Afrique centrale, développer une synergie des exploitations dans l'industrie minière et des hydrocarbures, développer le commerce intra-africain de l'électricité, stimuler les économies des pays d'Afrique centrale et renforcer les capacités de l'industrie pétrolière et gazière d'ici 2030. Des résolutions évoquées lors de l'édition de 2021 à Brazzaville durant les discussions sur des sujets très importants tels que la nécessité de mettre fin à la pauvreté énergétique dans la région de l'Afrique centrale et en Afrique dans son ensemble. Cet événement, qui porte l'initiative de son Excellence Gabriel Obiangé Malima, ministre des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale, est organisé par l'Industrie pour l'Industrie et c'est un lieu où toute la chaîne d'approvisionnement se rassemble pour apprendre, réseauter et faire des affaires. Le rendez-vous est donc pris pour les 8 et 9 septembre prochains à Douala, au Cameroun. Parlons donc à présent de la Gambie et notamment la justice. La CPI lance donc une poursuite judiciaire contre Yaya Jammeh. L'ancien président gambien fait donc l'objet de poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale. Il lui est reproché donc des faits de violation des droits de l'homme, de torture, mais également aussi des meurtres et des exécutions arbitraires. Nchama pour plus de détails dans ce reportage. C'est officiel, Yaya Jammeh, ancien président gambien, est sous le coup des poursuites judiciaires de la Cour pénale internationale. Accusé de violation des droits de l'homme, l'ancien président gambien devra répondre de ses actes durant l'exercice de son mandat. Ceci viendrait donc confirmer l'approbation du gouvernement du président Barrow à laisser la CPI intervenir dans ce dossier. L'on se rappelle que le gouvernement gambien avait jusqu'au 25 mai dernier pour donner son accord et faisait face à de nombreuses pressions de la société civile qui réclamait que Yaya Jammeh soit poursuivi en justice. Selon l'officier familier à cette affaire, Yaya Jammeh est présentement en exil en Guinée équatoriale et pour le moment n'a pas encore répondu. Par conséquent, le jugement de l'ancien président est le seul moyen d'assurer la réconciliation et l'union de tous les Gambiens. L'on se rappelle que l'ancien président avait procédé au retrait de la Gambie de la Cour pénale internationale. Certains jugeaient cela de moyen de fruire la traduction devant la Cour. Hélas, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, le président Barrow a donc estimé nécessaire pour la Gambie de reprendre sa place parmi les pays membres. Une décision appréciée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et les organisations internationales des droits de l'homme, notamment Amnesty International et Human Rights Watch, qui ont qualifié cette démarche de message ferme de soutien à la Cour pénale internationale ainsi qu'aux victimes de crimes graves relevant du droit international. Ce qui voudrait dire que Yaya Jammeh pourrait être le prochain prisonnier de la CPI si les accusations sont fondées. Actuellement, la CPI réunit les éléments de preuve et identifie tous les suspects. Les victimes de crimes relevant du droit international méritent que la justice soit rendue, quel que soit leur lieu d'habitation,
Les yeux sont maintenant tournés vers les prochains jours qui risquent d'être difficiles pour l'ancien président gambien. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de Foyo Télévision se poursuivent.